Bonjour, bienvenue chez Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François-Xavier Chauchat, qui est économiste en chef et membre du comité d'investissement de Dorval Asset Management. François-Xavier, bonjour. Bonjour Jocelyn. On a un sentiment qu'on est en fin de cycle, qu'il y a un risque qu'il y a des indicateurs contradictoires au niveau de l'économie, mais quand même des sentiments d'un ralentissement, voire même d'un risque de récession. Quelle est votre lecture ? En fait, chez Dorval Asset Management, depuis fin 2017, on considère qu'on est rentré effectivement dans ce qu'on pourrait appeler la maturité du cycle, où à tout moment, on est en train de tester les probabilités de récession. Et aujourd'hui, il y a un certain équilibre des forces, mais c'est un équilibre qui peut sembler précaire, en particulier si par exemple le week-end dernier à Osaka, Donald Trump avait ajouté encore des droits de douane sur la Chine, on aurait pu vraiment se reposer la question de la récession de manière plus réelle. Mais aujourd'hui, il y a un certain équilibre des forces. Il y a les forces récessives qui viennent de l'industrie. Il y a une quasi-récession industrielle mondiale. Je dis bien quasi, ce n'est pas encore une récession, mais on est très proche. Il y a une quasi-récession du commerce mondial, alors, en partie justement à cause des droits de douane. Et puis, il y a un ralentissement américain un peu sous-jacent, parce que l'Amérique tombe de haut, je dirais. L'année dernière, on a eu tous les effets du plan fiscal avec la baisse des impôts. Et aujourd'hui, il y a le mouvement inverse. En particulier, les droits de douane ont retiré aux ménages américains presque autant, pour un ménage moyen, que ce que la baisse des impôts avait apporté. $830 d'un côté, $930 grâce à la baisse des impôts, donc on est quasiment équivalent. Et ce ralentissement américain devrait continuer parce qu'il n'y a pas de relance budgétaire en face de nous. Donc ça, c'est quand même, ralentissement américain. Le meilleur est derrière nous pour le cycle américain et donc ces forces récessives du côté industriel qui sont vraiment négatives. De l'autre côté, on a des contre-feux très puissants à ces forces récessives qui sont, le fait que le ralentissement industriel ne s'est pas propagé au reste du secteur. Si vous regardez en Europe, par exemple, les services informatiques sont au plus haut historique. De la même façon, il y a une partie du ralentissement industriel qui est paradoxale. Par exemple, le ralentissement automobile, lui, est un ralentissement de transition vers l'électrique. Or, ça implique beaucoup d'investissement. Donc c'est ralentissement, mais beaucoup d'investissement. Donc c'est quand même très paradoxal. Et puis vous avez tout le monde, ce qu'on appelle le secteur, vous avez le secteur exposé, exportateur qui va mal, puis vous avez le secteur protégé, qui est protégé par les banques centrales. Et en Europe, c'est très très puissant. Vous avez à peu près 1% de croissance apportée par la BCE chaque année, avec le TLTRO, le quantitative easing, la baisse des taux d'intérêt. Vous voyez ça dans l'immobilier, vous voyez ça dans la construction. Le pays typique pour voir ça, c'est l'Italie, pays industriel en récession industrielle, mais où vous avez un boom et une relance très forte de tous les secteurs de services immobiliers, la construction, la distribution. Donc cette économie à deux vitesses, si vous voulez, fait qu'aujourd'hui on ne peut pas parler d'une récession généralisée. En revanche, on sent que si aux États-Unis la pression continue et que l'administration américaine continue avec les droits de douane, il peut y avoir à un moment des phénomènes de bascule. Justement, vous parlez des banques centrales, quelles sont leurs marges de manœuvre aujourd'hui ? On a vu le revirement de politique en l'espace de 6 mois notamment la Fed. Le marché price aujourd'hui des baisses de taux. Oui. Quel est votre sentiment ? Quelles sont leurs marges de manœuvre ? Oui. Alors c'est très important parce que dans les indicateurs de maturité du cycle, vous avez toute une batterie d'indicateurs, mais il y en a un qui ne fonctionne pas, qui vous dit qu'on n'est pas en fin de cycle, c'est l'inflation. L'inflation, en plus, elle n'est pas basse, elle est trop basse. C'est très important comme distinction. Trop basse, ça veut dire qu'elle n'est pas à l'objectif que les banques centrales ont défini, qui est 2% d'une manière soutenable. Même aux États-Unis, on est à 2%, mais c'est très récent et ça risque de rebasculer de l'autre côté. Donc, il faut des banques centrales qui soient très réactives, et elles le sont. Et alors, l'idée qu'on a souvent entendue, c'est qu'elles sont un peu limitées maintenant dans leur marge de manœuvre. Et il n'y a pas de limite à la marge de manœuvre d'une banque centrale. Ça, il faut vraiment bien comprendre. La banque centrale est créateur de monnaie, ex nihilo, dans ce qu'on appelle le fiat monetary system. On n'est pas ancré sur l'or. Donc, elles ont la possibilité infinie de relancer l'inflation et éventuellement la croissance. C'est ce qu'on va voir bientôt aux États-Unis si le ralentissement se confirme. Donc on aura un début de baisse des taux. Et là, c'est vrai que sur les marchés des actions du marché obligataire, les gens vont probablement anticiper beaucoup de baisse des taux, même si le ralentissement n'est pas très fort.
Il faut comprendre que si jamais la croissance américaine passe à 1% au lieu des 2 prévus, ce ne sera pas une récession, mais ce sera trop faible pour une Federal Reserve qui veut absolument que l'inflation reste à 2. Et en Europe, alors là c'est encore plus évident, l'Europe, l'inflation n'est pas à l'objectif. Il faut absolument la relancer. On est à peu près à 1% d'inflation, il faut 2. Eh bien, il y aura une relance à nouveau ce qu'on appelle le quantitative easing, le rachat d'actifs par la BCE, et puis le très très puissant et sous-estimé TLTRO, qui est l'instrument unique. Il n'y a qu'en Europe et en zone euro qu'il est utilisé. C'est quasiment l'équivalent, pour comprendre ces prêts de la BCE, c'est quasiment l'équivalent d'une BCE qui prête directement à l'économie. Et les banques ce sont des agences de la BCE pour prêter à l'économie. Et c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça, je vous dis, le nouveau chef économiste de la BCE, Philippe Lane, estime dans ses modèles qu'aujourd'hui, la BCE apporte, elle seule, 1% de croissance par an à la zone euro. Et ça vous dit la puissance et l'efficacité, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, l'efficacité de la politique monétaire. En termes d'allocation aujourd'hui, où est-ce que vous voyez des classes? On a quand même l'impression que certaines classes actives sont relativement chères. Où est-ce qu'on peut trouver du rendement aujourd'hui? Alors, le paradoxe, c'est que justement, on parlait des banques centrales. Très souvent, dans la blogosphère, on dit « Ah oui, les banques centrales, du fait de leur politique, amènent à des prix beaucoup trop élevés des actions. » En fait, c'est tout l'inverse. Les banques centrales ont fait monter tous les prix, sauf les prix des actions. Le PER des actions, le rapport court-bénéfice d'une entreprise cotée typique dans le monde, est aujourd'hui à peu près à 14,5. C'est sa moyenne depuis 20 ans. Il ne se passe absolument rien sur la valorisation moyenne des actions. Alors que les obligations sont hors de prix, les rendements sont négatifs sur l'obligataire en Europe, et les rendements s'écroulent aussi dans les obligations illiquides et dans tous les investissements illiquides, le private equity. Tous ces rendements montent parce que les prix montent. L'immobilier, les prix montent, les rendements donc baissent. Et donc vous avez aujourd'hui une course au rendement, mais qui n'atteint pas la bourse parce qu'il y a une peur devant la volatilité. Le krach de 2008 avec 50% de baisse des actions, les crises financières, le régulateur, solvabilité de Bâle 3, tout ça encourage les gens à aller chercher du rendement, mais pas sur les actions, parce qu'il y a la peur devant la volatilité. Et ça crée quand même des opportunités. Il faudra vérifier qu'il n'y ait pas de récession, c'est très important. Mais s'il n'y a pas de récession, je pense qu'au fur et à mesure, la classe d'action va reprendre un petit peu son brillant, parce que c'est vraiment pas la classe d'actifs la plus chère aujourd'hui. D'accord. François-Xavier, merci beaucoup. Merci, Jocelyn. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven. Merci de nous avoir regardés.